échange. Je vous repasse la parole et là, vous avez 10 minutes pour ce thème. Merci. Donc, la performance intégrée. Nous avons commencé par regarder en fait les nombres de rapports intégrés qui ont été publiés dans notre panel, et il y a 41% des entreprises qui publient un rapport intégré. Donc ça peut être soit un rapport dédié qui est publié à part, par exemple sur le site internet des entreprises, qui est autonome, c'est le cas de 28 entreprises, ou ça peut être une section au sein du premier chapitre du document d'enregistrement universel. Ce chiffre est important parce que ça montre que les entreprises commencent vraiment à mettre la performance ESG et la performance financière l'une à côté de l'autre, à vraiment s'assurer de la cohérence entre ces deux performances, ces deux reporting, et à une certaine harmonisation dans la façon de communiquer. Donc, tout cela permet de s'assurer aussi et de démontrer la cohérence du modèle d'affaires de l'entreprise, qu'on ne communique pas de façon différente quand on s'adresse à des financiers que quand on s'adresse à des sociétés qui sont expertes du développement durable, et donc vraiment un alignement de la stratégie de l'entreprise avec une vision de la performance holistique. Donc, c'est vraiment une démarche, c'est généralement accompagné d'une démarche de fond de la part des entreprises, de vraiment définir ce modèle, de communiquer en transparence dessus et de pouvoir démontrer leur contribution à la fois aux transformations économiques, mais aussi sociales et environnementales de la société dans une stratégie claire et unique. On a aussi voulu souligner et observer, regarder d'autres tendances au sein de ces déclarations de performance extra-financière et des documents d'enregistrement de façon plus large, avec une lame de fond d'avoir et de souligner l'impact de l'environnement, du social, de la gouvernance et de ces problématiques-là sur les états financiers et dans le cadre même des états financiers. Donc, c'est peut-être une façon d'aborder cette connectivité entre le financier et le non financier qui va un cran plus loin. On rappelle certaines communications, à commencer par le matériel éducatif de la Fondation IFRS, qui soulignait que déjà dans les états financiers, un certain nombre d'hypothèses, par exemple, sur les tests de dépréciation d'actifs doivent déjà être considérés dans le cadre actuel. On peut mentionner aussi le rapport de l'ALIGCC de l'année dernière qui appelle les comités d'audit à se saisir du sujet et à prendre leurs responsabilités et aux auditeurs aussi, d'ailleurs dans la revue, par rapport justement à la bonne prise en compte des risques ici climatiques et des stratégies d'alignement bas carbone avec les comptes, pour pouvoir avoir vraiment une cohérence et comprendre comment ces risques, comment cet alignement a été pris en compte pour produire les états financiers. Et le dernier en date, le rapport de PRI et Carbon Tracker, qui s'inquiète encore une fois de l'absence, alors au moins de transparence, sur vraiment, encore une fois, cette bonne prise en compte des risques environnementaux dans les rapports des entreprises. Donc, face à toutes ces inquiétudes, on voit que ça commence à évoluer. Donc, TCFD, qui a été présenté en première partie, est un bon exemple d'une façon de communiquer sur les impacts financiers des risques climatiques. On a aussi voulu montrer l'exemple du groupe EDF, qui a introduit une note au sein de son annexe au compte consolidé dans ses comptes 2020, qui est intitulée Développement durable et climat, et qui va couvrir en transparence un certain nombre de dépenses réglementaires liées par exemple au droit d'émission de gaz à effet de serre, qui va donner des informations sur la façon dont ont été évalués ces actifs et passifs, ou encore des éléments sur leurs frais de recherche et développement en faveur de la préservation de l'environnement et du climat. Donc c'est une tendance qui commence à se dessiner, et on a hâte de voir l'année prochaine ce que ça pourra donner suite à toutes ces publications et toute cette prise de conscience qui grandit dans les publications des entreprises.
On a aussi un certain nombre de modèles, donc cette fois en dehors du cadre financier qui se développe, qu'on a regroupé sous le titre de modèles multicapitaux, qui regroupent des méthodes émergentes de valorisation des impacts sociaux et environnementaux. Donc il y en a 4 au sein du panel qui ont publié des éléments de valorisation, d'évaluation monétaire de leurs impacts sociaux et ou environnementaux, avec différents outils, méthodologies innovantes. On est encore vraiment dans des modèles qui émergent, mais qui permettent de souligner vraiment de souligner cette direction et cette volonté d'avoir encore une fois un langage commun. Donc, au-delà de la transparence au sein du rapport intégré, c'est vraiment comment, dans la mesure de la performance, on remet les enjeux environnement, sociaux et gouvernance au sein d'un même langage commun et d'une clé monétaire, en l'occurrence, pour pouvoir vraiment mesurer la résilience du modèle d'affaires et pouvoir rendre plus lisibles les décisions et les arbitrages au sein de l'entreprise. Donc, on a présenté 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple de Kering qui publie un Environmental Profit and Loss qui regarde depuis la phase amont jusqu'à la vente l'ensemble de leurs impacts environnementaux sur plusieurs critères de pollution, d'utilisation des sols par exemple, et qui va mesurer, valoriser par des facteurs de monétarisation ces impacts environnementaux et se fixer ensuite des objectifs sur l'impact environnemental total avec des objectifs de réduction dans le temps. Donc en 2015, Kering s'était engagé à diminuer de 40% son impact environnemental pour 2025. Un autre exemple assez différent, mais tout autant intéressant, c'est l'exemple de Danone qui, pour la 2e année, communique sur un BNPA, donc un bénéfice net par action courant qui est ajusté du coût de carbone. Donc là, le groupe Danone part de la mesure de ses émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3, applique un coût du carbone et vient impacter son bénéfice net par action de ce coût du carbone pour avoir un bénéfice net par action carboné et pouvoir suivre la tendance et l'évolution de ce nouvel indicateur. Sur les référentiels internationaux, donc, on a regardé plus particulièrement 3 référentiels cette année. Donc, les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies qui ont été fixés dans le cadre de l'agenda 2030, qui sont suivis par 55% des sociétés dans le panel, qui donnent des informations chiffrées quantifiés et qui se fixent des objectifs par rapport à ces objectifs de développement durable. Le GRI, la Global Reporting Initiative, donc 69 entreprises du panel indiquent se conformer à la GRI avec 52 entreprises qui vont publier des tables de concordance dédiées en augmentation. Et puis le référentiel qui a vraiment émergé cette année, c'est le SASB, le Sustainability Accounting Standards Board, avec 40 entreprises qui font référence et 27 qui présentent un alignement avec le SASB, alors qu'on n'en avait que 2 l'année dernière. Donc pour mémoire, le SASB, c'est un référentiel américain qui est sectoriel, et donc qui demande aux entreprises de communiquer sur un certain nombre d'indicateurs propres à leur secteur. Donc voilà pour ces référentiels avec, on verra après, beaucoup d'évolutions en cours et donc potentiellement beaucoup de changements à venir avec le cadre européen et le cadre international qui sont en train d'évoluer en ce moment. Donc sur les objectifs de développement durable, on a voulu montrer l'exemple d'Imeris, qui, sur le capital humain, va faire référence à 3 des objectifs de développement durable des Nations Unies et indiquer quels sont les objectifs qui se sont fixés afférents à ces ODD et quels sont les résultats par rapport aux objectifs qui ont été fixés.
Sur SASB, on a pris l'exemple d'Atos, qui a donc publié sa table de correspondance par rapport aux indicateurs du SASB. Donc, ils ont pris leur secteur qui leur correspond, donc les logiciels et services informatiques, et ont pu démontrer que l'ensemble des indicateurs demandés par ce standard ont bien été communiqués au sein de leur déclaration de performance extra-financière. Donc après les référentiels, on vous propose un dernier focus sur la vérification. Et donc, on s'est réjoui cette année de voir qu'il n'y avait aucune réserve dans les rapports des organismes tiers indépendants sur l'ensemble des entreprises de notre panel, ce qui démontre avant tout, et ce qu'on disait au début, un véritable gain en termes de maturité des entreprises du panel, à notre sens. On peut noter également un nombre de commentaires dans les rapports des organismes tiers indépendants qui a aussi diminué. On était à 30% de commentaires l'année dernière et on n'est plus qu'à 22% cette année, avec des commentaires qui peuvent être liés au périmètre de la déclaration de performance extra-financière pour 15 commentaires, ou sur la définition des indicateurs, des méthodes sous-jacentes aux indicateurs publiés pour 14 rapports. Donc voilà, donc on va pouvoir passer aux perspectives, mais vraiment cette absence de réserve est pour nous un bel indicateur de l'évolution et de la progression au fil de ces trois années et de la bonne maîtrise des entreprises de l'exercice de déclaration de performance extra-financière. Merci beaucoup.